Gourmand gourmande, pour ce 5e épisode dans le champ, on se dirige sur la rive sud de Québec, à la ferme des Ruisseaux. C'est une ferme qui, depuis 40 ans, produit des légumes certifiés biologiques, une pionnière au Québec. Françoise Legault est la repreneuse de l'entreprise familiale avec Rosemary et elles produisent les tomates ancestrales les plus hors normes du marché. Et c'est ça qui m'attire à la ferme aujourd'hui. On découvre les secrets de production des tomates ancestrales de la ferme des Ruisseaux. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'attachage des tomates, donc je vais tutorer, abaisser des plants. Je fais ce que j'ai à faire pas mal à toutes les semaines, enlever des feuilles dans le bas des plants parce que ça pousse à l'infini. C'est clair, hein? Il y a vraiment des tâches d'entretien des cultures. Puis présentement, j'ai Rosemary, ma collègue, qui est avec une employée, Dominique. Eux, ils sont dans le sarclage, fertilisation d'un groupe de choux qui règle des choses avant la pluie parce qu'on a ça aussi à entrer dans notre planification du jour. Fait que c'est ça qui se passe pour l'instant. Puis s'il pleut, bien, on va rentrer dans les serres faire de la fertilisation, par exemple. Ici, la ferme existe depuis 40 ans. Ça a été vraiment le début de la culture en serre plus organisée au Québec quand mes parents ont décidé de fonder la ferme. Puis l'offre au départ, là, c'est vraiment de la tomate rouge, de la tomate rose aussi. Le Québec a une particularité, c'est qu'on a été des très grands consommateurs de tomates roses avec le Japon. Les choix qui sont faits dans les grandes entreprises vont correspondre à un modèle d'affaires qui est... la tomate, est-ce qu'elle va se conserver longtemps? Va-tu rentrer dans une boîte? Va-tu être belle, rouge, brillante? Rendu à destination. Rendu à destination, vas-tu passer 3 semaines sur un comptoir et encore être correct? Ouais. C'est tout ça qui, je pense, change. Et quand on découvre des goûts différents, là, on tombe dans une autre catégorie. C'est pas des tomates qui sont faciles à transporter. Moi, ils ne rentrent pas dans des boîtes facilement. J'ai des très gros calibres, des grosses tomates, j'en ai des plus petites, toutes sortes de formes. Tu sais, je t'achète un plateau, là, les alvéoles pour mettre tes tomates pour pas qu'ils se blessent entre elles sont rondes. Tu sais. Moi, je suis plus là-dedans dans ma tomate ancestrale. C'est vraiment éclaté. Il y a toutes sortes de formats, toutes sortes de formes. Le mûrissement, des fois, à l'intérieur du même fruit, ne va pas être égal partout. C'est moins uniforme, disons. Fait que ça fait en sorte que pour se rendre à l'épicerie, ça peut pas passer 3 jours d'un camion à se faire brasser, à se faire manipuler. C'est vraiment plus fragile. Fait que moi, j'ai la possibilité de les vendre directement aux consommateurs, les clients qui viennent ici. Il y a moi qui les ai accueillis avec mon fils et son ami qui sont employés cet été, mais après ça, c'est les clients. Il n'y a pas d'autres manipulations qui se fait. Puis ça, c'est vraiment un avantage qu'on a parce que ça permet d'offrir le produit avec une fraîcheur puis une qualité qui est plus difficile pour un épicier, mettons, là, où il y a la manipulation par d'autres personnes ensuite. Là, on parle de la beauté de tes tomates. Je pense qu'il faut les voir maintenant. On n'a pas le choix. Je prends un petit moment pour vous préciser que j'ai changé mes sandales pour des bottes. On a mis des protections sur mes bottes dans le but justement de protéger la production séricole de la ferme des Ruisseaux. Alors, vous pouvez rentrer. Donc, c'est ma deuxième visite ici. C'est la deuxième visite, oui, c'est vrai. C'est fun de voir l'évolution. Vraiment. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a une progression. Est-ce que la demande est plus vive, est plus importante? Est-ce que tu as adapté ta culture pour répondre à ça ou non? C'est lentement mais sûrement? Bien, moi, je pense que oui, on a vraiment l'approche lentement mais sûrement, mais oui, il y a eu peut-être une plus grande demande. Nous, notre modèle de mise en marché, c'est surtout la vente directe à notre kiosque. Je dirais qu'on a grandi de l'intérieur. Moi, quand j'ai repris la ferme avec Rosemary, ma collègue, on a 15 ans de différence. Elle était employée ici. Elle a décidé de reprendre la ferme avec moi. Elle avait 19 ans à l'époque. Fait que c'est quelque chose, oui, c'est assez audacieux. C'est une fille très travaillante, puis qui connaissait l'entreprise, qui savait où elle s'en allait. Fait que là, on avait tout d'un coup à faire vivre 2 familles, si on veut, avec les mêmes installations, à remettre à jour le système de chauffage, par exemple. Tu sais, on avait à investir, puis tout ça. Fait que ça s'est fait graduellement. On se garoche pas partout en même temps. Je pense qu'on veut faire les choses à notre rythme, puis on veut bien les faire. Je pense que maîtriser ce que tu fais avant de... Puis grossir, c'est pas mon but ultime, là. Vraiment, vraiment pas. Je pense que
Moi, je suis bien avec une entreprise, je m'excuse, de format familial, convivial. C'est ce qui me plaît là-dedans. Je pense qu'aller très gros, je me reconnaîtrais moins de toute façon. Puis moi et Rosemary, on s'entend là-dessus. On pourrait développer plein de choses ici. On a un bel endroit, on a un achalandage qui pourrait faire en sorte que ça marche, mais c'est ça. Ça vient avec... Bien, plus de main-d'œuvre, plus de travail, exactement. Encore plus de temps à la ferme aussi, moins pour la famille. Oui, ça aussi, ça fait partie des décisions. Tu as à vivre avec une entreprise qui a besoin de temps, de soins. C'est à tous les jours, hein, travailler avec le vivant, là, que ce soit une plante, un animal, ça vient vraiment avec des exigences de temps et d'attention et de minutie qui sont constantes. Donc, ça, on ne peut pas se permettre vraiment de passer à côté. Bien, parlant de temps, minutie et attention, je vois de magnifiques tomates vertes et jaunes zébrées là. Parle-moi, entrons dans les rangs. Allons-y. J'en prendrai une ici. Cette tomate-là, ça fait 25-30 ans qu'on l'a fait. Puis, c'est une tomate qui est verte à maturité. Donc, on la mange dans cette couleur-là. Comment on fait pour savoir qu'elle est prête? Il y a vraiment une différence entre le fruit qui est vert non mature puis le fruit qui est vert mature. On voit la coloration. Quand on a commencé à la faire, bien entendu, il n'y avait pas un chef cuisinier qui mettait ça sur sa revue. C'était vraiment pas connu du grand public. Puis, bien, c'est des années d'en parler, de la faire goûter aussi. Et ma mère, elle a essayé toutes sortes de choses dans les serres, incluant des tomates. Par curiosité, non pas par rentabilité? Ah, pas du tout. Non. Même si tu voulais faire juste la rentabilité, bien, tu y vas pour quelque chose qui est plus productif, qui va avoir des fruits qui n'en a pas des déclassés, des uniformes. Tu sais, on voit ici, il y a une craque là, dans la peau. Bien, ça, dans une grosse serre commerciale, ce serait un produit qui serait déclassé. C'est des tomates qui sont, plus fragiles, plus sensibles, des fois à des maladies. Moi, j'ai à composer avec l'idée de faire cette tomate-là pour le grand public, puis que ça soit aussi rentable à quelque part. Là. On ne peut pas faire ça en dessous. Donc, c'est ça. Donc, je choisis un équilibre de tomates qui vont être productives, qui ont des résistances à certaines maladies, on y reviendra, mais dans l'agriculture biologique, il y a beaucoup de prévention qu'on doit faire. Des fois, la sélection de nos variétés fait partie de la sphère préventive, oui, parce qu'on ne veut pas être pris avec des maladies. Et puis j'en ai, là, j'en fais quand même. Moi, je ne m'arrête pas à ça. Je pense qu'il y a 6000 variétés de tomates dans le monde. On en connaît très peu. Moi, j'en fais 25. Fait que ça donne une idée là, de toute la possibilité qui existe, puis qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît bien, c'est ce qu'on nous présente, c'est ce qui se rend à l'épicerie, c'est la tomate à camion, c'est ce qui va rester beau dans le transport, qui va durer longtemps sur une tablette. Puis souvent d'ailleurs dans la description, là, je parlais des catalogues de semences, souvent la description des semenciers, ça va parler de ça. Ça va parler du calibre, ça c'est la grosseur de la tomate. Tu veux pas qu'elle soit trop grosse, tu veux pas qu'elle soit, tu veux que ce soit un fruit uniforme, beau, qui va faire une séquence de nouaisons. Là, on voit les grappes dans le plan, les feuilles, que tout ça soit bien standardisé, bien uniforme, comme ça, quand tu travailles dedans, c'est simple les consignes que tu as à donner à un employé. Puis ils vont jamais parler du goût. Ils vont jamais parler... Mais voyons! Mais je sais, pourtant... Fait que moi, je les élimine. Tous ceux qui parlent pas du goût, là, oubliez ça. Là. Moi, ça m'intéresse pas pantoute. Nous, c'est une caractéristique qui est importante. Des fois, ils vont parler de l'indice de Brix, un peu comme dans le sirop d'érable. Voilà, le teneur en sucre dans le fruit. Il y en a qui vont avoir été sélectionnés pour avoir un teneur en sucre plus élevé, pour la saveur. Fait que c'est tous des critères qui font partie. Puis aussi la collection de résistance aux maladies, tout ça, c'est des chiffres et des lettres là, qu'il faut savoir où on s'en va là-dedans, quelle variété on va vouloir mettre dans des serres qui vont être chauffées, fertilisées, où il va y avoir du travail d'employés. C'est énormément d'investissement. C'est beaucoup de choses à prendre en considération. Je t'avoue, là, je n'avais pas idée de tout ce que tu me dis là. Puis la tomate, c'est un légume, je dirais, marathonien quasiment, parce que quand je fais les premiers semis, c'est autour du 15-20 janvier.
La première tomate, je la récolte au mois de mai à peu près, là, fin avril, début mai, mi-mai pour les plus gros fruits. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé au chauffage, dans des mois qui sont très froids, à entretenir la culture avant de faire la première récolte et de pouvoir dégager les premiers revenus qui viennent avec cette culture-là. Et puis, tu as à jouer avec une variabilité du climat qui est exceptionnelle pendant cette période-là. Là. Oui, c'est la luminosité aussi qui n'est pas la même. On doit avoir de l'éclairage d'appoint au départ. Dans la serre où je départ, ou la pépinière où les semis Puis vous chauffez à quoi ici? Ici, on est très fiers de chauffer à l'électricité depuis, là, ça va être notre troisième saison. C'est rare, ça! Bien, c'est rare. Ça a nécessité énormément d'investissement. Là. Quand je disais tantôt qu'on a investi rapidement dans ça, c'est que mes parents, eux, à l'époque, un peu comme tout le monde, chauffaient au mazout. C'est surtout mazout, propane, gaz naturel quand tu es dans un secteur où la ligne de gaz passe puis qui t'accepte comme client aussi. Nous, c'est pas notre cas ici. Tu as remarqué, on est dans un cul-de-sac. C'est pas un endroit commercial, c'est pas une zone industrielle, loin de là. Donc, il a fallu qu'on fasse venir l'électricité triphasée, c'est la puissance, en fait, qui est nécessaire pour alimenter notre chaudière électrique. Donc ça a nécessité des coûts. Il y avait de l'aide financière, par contre, dont on a pu profiter. Mes parents, eux, ils auraient voulu faire ça plus tôt. Ils n'auraient pas pu parce que c'était pas rentable au niveau des coûts de faire tout cet investissement-là. Puis aussi, quand on chauffe à l'électricité, bien, ça prend un système d'appoint. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir du délestage. En période, tu sais, au mois de mars, là, quand il fait moins 42 dehors, Hydro-Québec dit réduisez votre consommation. Puis il peut dire à des entreprises aussi, bien, nous, on est en période de délestage, on a besoin d'énergie pour le résidentiel. Donc, toi, avec tes tomates qui peuvent geler en 10 minutes, si ton chauffage arrête, il faut que tu te rabattes sur une autre option. Mais nous, ça fait partie aussi de nos valeurs de réduire les GS, on fait de l'agriculture biologique, on n'a pas tellement envie de participer au réchauffement de la planète, qu'on subit les conséquences de tout ça en bout de piste. Puis en même temps, bien, Hydro-Québec, quand tu payes ta facture, ça va à... Il y a quand même un retour vers la société qui nous a aidés aussi, là, à quelque part. Donc, moi, je trouve que c'est un choix qu'on devait faire, puis on a pu le faire assez rapidement. Et que là, on a vu la Green Zebra. Est-ce qu'on peut s'en choisir 3? J'ai des variétés qui sont de type ancestral, c'est des hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien, la notion d'une tomate ancestrale, souvent, il faut que ce soit des semences passées de main à l'autre pendant des générations. Là. On parle de 100 ans. Il y a des variétés vraiment ancestrales, un peu jus, si on veut, puis il y en a d'autres qui vont être de type ancestral. C'est un hybride, donc une tomate qui a été sélectionnée pour ses caractéristiques, mais à laquelle... qui a quand même un croisement. Là, tantôt, je parlais de la notion de résistance à des maladies foliaires. Ça en fait partie. Donc, si je viens plus loin, par exemple, là, par ici, j'ai, mettons, là, une tomate qui s'appelle Marbrunie, celle-là. C'est quelque chose. C'est comme des citrouilles. Wow! Celle-là, ici, elle s'appelle Marmango. Quand elle est très mûre, la couleur ressemble vraiment à la couleur de la chair d'une mangue très mûre. C'est vraiment un beau orange. Bien, ça, ces tomates-là, ils ont un goût extraordinaire. Quand on la tranche, c'est charnu, c'est goûteux, c'est vraiment là, un concentré de sucré délicieux. Mais c'est ça. Mais il y a quand même eu une hybridation pour en arriver à cette variété-là qui va avoir des résistances à des maladies, qui va justifier toutes ce que je parlais, les investissements en temps, en énergie. Mais je me permets aussi d'en choisir qui ne sont pas résistantes. Si on se retourne de bord, c'est des tomates cerises qui ne sont pas résistantes à toutes les maladies. Celle-là, bien, elle s'appelle Blush. Donc, c'est une tomate cerise qui est zébrée. Là, on ne le voit pas très, très bien sur celle-là, mais quand... j'en ai d'autres variétés aussi là, qui ont ces caractéristiques-là. Donc, c'est ça. C'est un goût qui est différent, une taille différente. On n'est pas habitué de voir ça en magasin aussi, mais pourquoi on ne les voit pas en magasin, c'est que c'est des tomates qui ne sont pas
résistante à la moisissure olive. La moisissure olive, c'est une maladie foliaire qui apparaît sur les feuilles. Ça va faire des taches foncées. Puis, à un moment donné, ça va affecter le tissu qui ne sera plus capable de faire de la photosynthèse. La feuille va devenir séchée, pas belle. Puis, ça peut progresser dans le plant. C'est un champignon, donc ça se propage. Les plants qui sont résistants ne vont pas être affectés par ça. Les plants qui sont pas résistants, eux, bien, il va falloir que je fasse des fois des traitements par pulvérisation pour venir des fois modifier le pH de la surface de la feuille pour pas que ce champignon-là s'installe ou faire une compétition pour pas que la maladie s'installe. Donc, j'imagine que tu as décidé d'installer cette variété-là qui n'est pas résistante à côté d'une variété dont la génétique, l'hybridation de la variété fait en sorte qu'elle est résistante. Le choix de l'emplacement, pour moi, ça vient aussi avec... je vais essayer de les regrouper plus par facilité de, justement, si jamais j'ai un traitement appliqué sur la surface des feuilles, bien qu'ils soient tous regroupés ensemble, que je n'aille pas à une variété ici, une à l'autre bout, juste par efficacité. Fait que là, on en a fait 3 variétés. Oui, on peut en trouver une autre. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît particulièrement, qui est plus récente dans ta production? Ah, bien, j'en ai une nouvelle que je peux vous montrer. C'est pas une variété résistante à quoi que ce soit, donc je m'attends à ce qu'il y ait toutes les maladies dedans. Elle est ici. Voici ma nouvelle variété que j'ai essayée cette année. Donc, celle-là, elle s'appelle Sarthe, S-A-R-T, rouloise. Et c'est une variété qui n'est pas ancienne de v'là 100 ans, mais qui est comme un croisement entre une tomate blanche puis une tomate cerise bleue. La personne qui l'a hybridée a mélangé des caractéristiques pour donner ça. Puis là, je précise, là, c'est pas, quand on fait de l'hybridation, c'est pas un OGM, c'est pas... on vient pas jouer avec la génétique des plants, c'est vraiment de combiner des caractéristiques ensemble qui vont s'exprimer ensuite dans la descendance, si on veut, là. Donc... tu l'as choisi pour la beauté de sa couleur? Absolument. Ou... Ah oui, hein? Ah oui. T'as-tu hâte d'y goûter? J'y ai goûté, oui, j'y ai goûté. Ça ressemble un peu à la Green Zebra en termes de goût. C'est pas hyper sucré. Ce sera pas la plus productive, là. Si on voit, tu sais, la tomate, là, on voit le plant par rapport à... Par exemple, dans le fond, j'ai de la tomate rouge plus standard. Tu vois que c'est un plant qui est très vigoureux. Les feuilles sont longues, sont vertes, pétantes. Si je peux réussir à faire un genre d'extraction, regarde, on le voit ici, justement, que c'est peut-être un peu plus chenu. C'est ça. Le terme, c'est chenu. Le terme, c'est vraiment chenu. C'est pas un beau plan, là. Puis, tu sais, je suis obligée de laisser... Quand je taille, c'est ça aussi qui vient avec la complexité de faire des variétés un peu spéciales, c'est que, bien là, moi, je vais avoir envie de laisser plus de surface foliaire. Donc, les drageons, au lieu de les enlever complètement, comme je ferais dans une tomate qui est plus vigoureuse, je vais laisser des feuilles du drageon puis venir pincer la tête du drageon. Le drageon, c'est ce qui passe entre la tige principale puis une feuille. Donc, ça veut faire une nouvelle tête. Moi, je suis venue pincer la tête du drageon pour laisser plus de surface de feuilles parce que faut que la tomate ne soit pas trop exposée au soleil. Il faut qu'elle soit assez pour mûrir, puis pour développer cette couleur-là aussi. Là, c'est l'anthocyanine, c'est ce qui fait la couleur mauve. On a abordé assez rapidement l'importance du goût dans la sélection de tes variétés de tomates. Est-ce qu'il y en a une qui, pour toi, le goût est incomparable? C'est comme te demander lequel de tes enfants est ton préféré. Oui, ça, c'est pas correct faire ça, les producteurs. Moi, je suis pas fine. Je trouve que toutes les tomates, les F1 là, de type marmande, la margold, OK, on va la choisir. Oh, ça y est, je te suis. Seigneur, c'est ça. Oui, et dans l'autre serre, par contre, mais je pourrais peut-être te montrer On y va? D'accord. Oui. Allons-y. Ici, on est dans l'antichambre de la serre. Oh my... OK. Alors... Hey, as-tu vu la grosseur des tomates? Oui. Rappelle-moi le nom de cette variété-là. La rose s'appelle Marpink, la rouge Marsilia, la brune, c'est un peu couleur root beer, c'est la Marbrunie. Puis on en a plein d'autres, là. C'est juste parce que, tu vois,
ils rentrent pas dans les boîtes, je peux pas C'est empiler exactement par-dessus. ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que toi, là, tu n'as pas des petits plastiques là, avec des ronds perforés. Ben, là, je veux dire, on en a des alvéoles pour, Oui, pour mais les garder la tomate en ils n'ont place pas une un forme peu. précise. C'est comme... Non. Ouais, Nous, on est c'est- hors norme dans plusieurs domaines. Ben, c'est extraordinaire d'être hors norme comme vous l'êtes. Fait que OK, celle-là, c'est le elle qu'on a vue résultat. tantôt. Là, elle va mûrir encore plus. C'est vraiment un petit jaune, un peu plus jaune paille, puis avec les épaules mauves. Là. Fait que c'est la variété en essai cette année. Puis OK. la Margold, allons voir la Margold. Alors, voici la Margold. Je vais en trouver un exemplaire qui est en train de mûrir juste ici. Plus d'options, là, mais... Oh, wow. Alors voilà. Est-ce que C'est la fameuse Margold. Oui. Là, je veux pas créer des... Je sais pas si on va créer un monstre. Non, en on disant ne que créera c'est- pas un monstre. Mais l'intérieur, là, on le voit pas, mais il y a une marbrure rouge à l'intérieur et très charnue, très sucrée. Mais c'est une tomate aussi qui est très sensible. Sa peau va fendiller plus rapidement. Elle va ramollir aussi plus vite. Moi, je vois pas ça comme un gros défaut, mais si, mettons, un épicier la met sur son présentoir, puis que plusieurs personnes la manipulent, ça peut devenir un enjeu. Elle a une grande valeur pour moi. Il y a ça aussi dans l'agriculture, hein? Faire des choix Ah oui, ben oui. qui te plaisent à toi aussi. C'est toi qui as les mains dedans à longueur de journée. C'est toi qui produis ces aliments-là. En ayant un kiosque à la ferme, si tu n'es Oui. pas capable de transmettre cette passion-là qui t'anime pour les légumes que tu produis, j'imagine que ça se vend aussi un peu moins bien. Oui, bien, c'est clairement un avantage de pouvoir en parler de première, tu sais, d'expérience directe avec les clients. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui nous distingue. Tu sais, un kiosque libre-service, ça peut être le fun de penser que tu économises le salaire de quelqu'un puis que les gens s'organisent eux-mêmes. Mais ce contact-là, pour moi, il est pas négociable. On jase de cuisine, on jase de plans. On en a beaucoup dans nos clients qui ont un jardin, qui font pousser quelques affaires. Ils nous posent des questions sur... Puis vous êtes à l'aise de partager des Absolument, secrets de culture? C'est pas des grands secrets. Là. Moi, je trouve que dans ça, il y a... C'est très pédagogique d'avoir un jardin. On peut en parler avec les gens, puis ils réalisent aussi le défi que c'est. Tu sais, je leur dis toujours, vous, c'est un petit jardin, votre revenu n'en dépend pas. Oui. Nous, on se transpose à des très, très grandes superficies puis aussi avec les défis qui viennent avec la diversification. Tu sais, quand tu fais 40 légumes, il faut que tu sois bon dans la détection d'insectes, ravageurs, de maladies, tous les gestes de prévention qu'on peut faire dans une serre. Il y a les mêmes choses aussi en champ et pour tous les légumes. On peut tasser les bacs, ça ne te dérange pas. Ah, bien, que je fasse, on voit pas vraiment grand-chose. Non? OK. Est-ce que tu en parles des fois à tes parents de dire, bien, le choix que vous aviez, ou que le choix qu'eux ont fait, il y a 40 ans, d'être biologique, est-ce qu'il y a une longueur d'avance considérant les changements climatiques, considérant l'augmentation des différents enjeux environnementaux? Bien, je ne sais pas si c'est une longueur d'avance, mais c'est certain que la conception à la base de notre travail est peut-être un peu différente en ce sens qu'on travaille avec et dans la nature. Les changements climatiques, là, on va tous les subir, puis nous, on va l'avoir en pleine face. Si on se concentre sur les changements climatiques, ça va être plus dur que ce que mes parents ont vécu, puis ça va être plus dur que ce que les prochains. Tu sais, les prochains vont vivre encore des plus gros défis, selon moi. Donc, c'est déjà pas un métier facile. Il va devenir de plus en plus difficile. Les moyens qu'on va avoir vont être peut-être des moyens différents quand c'est pas régi de manière biologique. J'en profite, moi, de la biodiversité dans mes cultures. Puis j'ai deux anecdotes à dire. OK? Hier après-midi, après ma job en serre, je suis allée travailler avec Dominique, notre employé dans le champ. On désherbait des gourganes. Puis on jasait de sketchs de François Pérusse. Il y avait des oiseaux qui chantaient. Tu sais, c'est cool, là, pareil, mon travail. Puis en l'espace de quoi, une demi-heure, j'ai vu trois espèces de coccinelles différentes, des larves de coccinelles. Ces insectes-là, ils sont nos sentinelles pour détecter rapidement des ravageurs comme un puceron qui est comme le cauchemar de tous les agriculteurs. Bien, si j'ai pas ces aides-là autour de moi,
Les oiseaux qui mangent des insectes aussi. J'ai des pollinisateurs qui viennent, qui sont super importants. La certification biologique est vraiment importante parce que nous, on fait ce qu'on dit, puis il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur faire un audit qui examine tout, là, tout ce qui rentre à la ferme, de la semence au terreau que j'utilise pour partir mes plants, nos méthodes de culture. Ils vont vraiment faire le tour de tout, inspecter. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire. Puis encore aujourd'hui, je suis certaine, peut-être pas toi, Lessène, si tu vas au marché public, mais tu sais, demandez, utilisez-vous des pesticides, des engrais chimiques pour vos tomates? Personne qui utilise ça là, ici. Là. Ils vont pas tout dire nécessairement, Ouais. mais les ventes de pesticides, eux, fracassent des records. C'est fou, hein? Voilà. Donc, Ouais. c'est ça. Puis c'est une béquille, à quelque part, qui fait en sorte qu'on se prive de la biodiversité qui nous aide à faire notre travail. Puis c'est très fleur bleue. Là. Quand j'en parle de même, j'ai l'air de quelqu'un qui gambade puis qui sème. Non, t'sais. mais c'est démontré par la science aussi Absolument. à quel point non seulement la diversité dans la culture, mais la biodiversité en général, ce sont des alliés dans un contexte de changement climatique. Absolument. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, Françoise? Parce qu'il y a beaucoup de travail à venir. Les défis Oui. sont nombreux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que les gourmands peuvent vous souhaiter, toi et Oh, mon Rosemary, pour Dieu. la suite? Bien, j'aurais un souhait pour les gourmands, puis j'aurais un souhait pour les dirigeants. On peut-tu faire ça? Parce que je leur oui! souhaite, j'espère que les dirigeants sont des gourmands puis qu'ils vont avoir la switch va déclencher là, dans leur esprit, qu'ils vont goûter à des tomates biologiques très délicieuses, puis qu'ils vont se dire « Oh, tabarouette, il faut préserver ça, c'est quasiment un service public là, d'avoir ça à proximité là, des villes, des kiosques comme le nôtre. » Bien, je souhaiterais aux gourmands de continuer à être curieux. Ça, être fermier, moi, ça stimule ça certainement. Puis c'est une qualité qu'on a quand on est enfant, qui doit être nourri et chéri et qui doit poursuivre toute la vie, d'être curieux, d'être aussi la capacité à s'émerveiller devant la nature. Ça, je pense que si on a ça, on a déjà de quoi de bien. Puis pour les dirigeants, je leur dirais ceci. L'idée là, que notre Dieu tout-puissant, c'est l'économie, là, à un moment donné, là, ça va avoir ses mots de limite. Là. On ne pourra pas vivre de même pour toujours. Puis autant Québec qu'Ottawa a un rôle à jouer là-dedans, puis les décisions qui sont prises sur le dos, justement, des changements climatiques, sur l'argument comme quoi on va menacer la sécurité alimentaire puis la sécurité économique du Canada si on n'autorise pas des pesticides qui étaient interdits, qu'on ne les ramène pas, tout en sachant qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles, que c'est clair que ces pesticides-là vont être utilisés. Là. Bien ça, là, vraiment, on pourrait revirer ça de bord. L'agriculture biologique, elle répond exactement à ça, là, la sécurité économique et la sécurité alimentaire, parce qu'on utilise des méthodes qui sont respectueuses de l'environnement et qui prévoient que ce travail-là doit se poursuivre génération après génération après génération. On ne va pas arrêter de manger demain, là. Puis notre Dieu tout-puissant, il va falloir qu'il reprenne sa place par rapport au reste de la nature. Moi, j'ai besoin du règne végétal, tu sais, les insectes, des oiseaux, tout ça est essentiel pour que je puisse faire mon travail, même si ça sonne très cucu là, de même. J'en ai vraiment besoin. Pas du tout, Françoise. Merci pour ton honnêteté. Hey, ça fait Sincèrement, plaisir, ça fait plaisir. Vraiment. Merci pour l'accueil. Puis longue vie vraiment à la ferme des Ruisseaux, mais à toi, à Rosemary, puis à tous ces gourmands qui viennent vous voir tous les week-ends pour s'approvisionner de magnifiques tomates, mais aussi de quoi? 45 différentes variétés de légumes. Sûrement. Puis vraiment, le lien du ventre, là, c'est un lien qui est puissant. Puis il y a du fun là-dedans, faut pas l'oublier. Là, je parle d'affaires un peu tristes, là, mais tu le sais, on le sait les deux. La nourriture, il y a de quoi de rassembleur, puis il y a de quoi qui se passe là-dedans. Puis ça arrive trop souvent dans nos vies qu'on mange pour que ce soit plate. Exactement. Ouais. Merci, Françoise. Ça fait plaisir. Salut les gourmands! Yes! Yes! Là, je t'ai sorti de ta zone de confort. Ah, vraiment? Oui, oui.
Merci énormément à Françoise d'avoir pris du temps dans sa journée pour m'accueillir à la ferme et merci à son associée Rosemary qui était au champ avec Dominique, leur employé, qui pendant ce temps-là s'occupait de faire le travail pendant que Françoise m'accueillait. Je suis incroyablement reconnaissante du temps qui m'est accordé. Des petites entreprises agricoles, lorsque quelqu'un comme moi qui arrive avec plein de questions et qui demande plein de choses, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, je suis incroyablement reconnaissante envers ce temps qui m'est accordé. Si vous voulez en apprendre davantage sur la ferme des ruisseaux, fermedesruisseaux.com. On a seulement parlé des tomates ancestrales aujourd'hui, mais ils ont au total 45 différentes variétés de légumes. 636 avenue des Ruisseaux, c'est à Lévis, c'est du côté de Pintendre. Pour ma part, si vous voulez suivre mes prochaines aventures, la meilleure façon de le faire, c'est ici sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon infolettre pour suivre mes aventures, qu'elles soient au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. C'est la meilleure façon car je vous envoie l'information directement dans votre boîte courriel pour être certain de ne rien manquer.